Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Notre Algérie. Marhaba bikoum ya l'hbab, en ce dimanche après-midi, vous êtes nombreux à être en week-end. On vous souhaite un très très bon week-end et quel plaisir de vous retrouver. Comme à chaque fois, les dimanches en direct de Canal Algérie. Canal Algérie, cette chaîne qui vous accueille à bras ouverts avec beaucoup d'amour et notamment pour vous donner aussi dans le cadre de notre émission Notre Algérie des informations concernant notre cher pays, l'Algérie, avec ses hommes et ses femmes qui font avancer les choses, malgré toutes les entraves, malgré certaines difficultés. Ils sont là, ils se battent au quotidien, ils font de belles choses, ils croient en leur Algérie, comme nous le croyons nous également, et c'est un plaisir de le recevoir parmi nous. Il a à peine 40 ans, il a été primé par le prix du président de la République, il est parmi nous aujourd'hui. Nous l'avons eu il y a quelque temps via Skype, il était à l'étranger et on s'est promis de l'avoir ici dans les studios, dans le studio de Canal Algérie, dans notre émission. Il s'agit de notre ami Tariq Bey Ramdan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité, très ravi de participer à votre émission. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir, Tariq Bey Ramdan. Vous êtes architecte, vous appartenez aussi à une famille révolutionnaire, de la révolution de la première heure. On salue votre papa, s'il nous suit cet après-midi. Oui. Il s'agit de Omar Ramdan, n'est-ce pas? Exactement. On le salue, on l'embrasse très fort. Vous savez, dans cette émission, on se permet beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Parce que c'est une émission conviviale, familiale. Et on reçoit les gens avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Donc, on n'est pas dans une table ronde. On est vraiment dans une ambiance et on reçoit les gens. Et merci de nous recevoir chez vous. Vous le savez, c'est l'heure aussi de l'échange et de la rencontre avec nous. Tariq Bey aujourd'hui, Ramdan est là parmi nous. Pourquoi est-ce qu'il est parmi nous aujourd'hui? On voulait l'avoir. On est très fiers de le recevoir sur ce plateau de notre Algérie parce qu'il représente bien cette jeunesse algérienne qui a décidé de rester en Algérie, qui a décidé de prendre aussi le flambeau et d'aller dans les défis et dans les difficultés. C'est pas toujours évident, j'imagine, pour lui comme pour tous, n'est-ce pas? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Tariq? Oui, je confirme. Voilà, alors vous êtes, je disais, vous appartenez à une famille révolutionnaire, votre papa est dans le monde aussi, il a été une personnalité liée à l'histoire, un acteur de la révolution algérienne, et puis il s'est consacré à autre chose, à l'indépendance, n'est-ce pas? Parlez-nous un peu de lui avant de commencer, avant de revenir vers vous, parce que vous savez, dans la vie, comme on dit, la pomme ne tombe pas plus loin que son pommier. Donc, on le dit souvent. On le dit souvent, oui. Oui, comme vous avez très bien résumé, donc mon père a été membre de l'ALN pendant la guerre de révolution. Fait qu'ensuite, quand il y a eu l'indépendance, il a fait partie de la première assemblée constituante. Ensuite, il a pris plutôt un chemin d'entrepreneuriat. Avant, il avait quand même fait des études en licence de droit. Oui. Donc après avoir obtenu sa licence de droit, il s'est lancé dans le monde de la construction avec ses amis qui a été aussi des associés. Ensuite, petit à petit, il a développé son entreprise qui est toujours présente. Elle date de 1970, sa date de création. Et puis voilà, donc c'est... Alors, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. On va voir des photos, justement. Le monde de l'architecture, c'est un monde qui vous parle, n'est-ce pas? Oui. Puisque vous y êtes à plein dedans. Votre papa est dans le monde aussi de la construction. Il y a une continuité. Oui. On salue votre maman aussi. Bien sûr. On la salue si elle nous suit cet après-midi. Alors, vous avez eu le prix du président de la République. C'était un concours, n'est-ce pas? Expliquez-nous un peu comment les choses sont déroulées et vous avez eu le prix par rapport à ce travail. Oui, en fait, chaque année, il y a un concours du prix national d'architecture. Ce concours est éligible pour l'ensemble des architectes qui ont terminé un projet qui a été réalisé, c'est-à-dire qui n'est pas resté au stade de l'étude. Oui. Donc, c'est des projets de différentes tailles. Ça peut être une simple petite résidence, comme un grand projet, à la fois culturel, hôtel, bureau, grands ensembles de logements. Il n'y a pas de segmentation au niveau du concours. Donc, moi, j'ai participé à travers le projet Garden City,
qu'on a déposé auprès des institutions qui ont lancé le concours. Et ensuite, c'est une sélection. Voyons les photos. Hein. Oui. Voilà, voyons les photos. Sélection, on passe par 2 ou 3 sélections. Et puis à la fin, un jury final composé d'architectes, d'enseignants en architecture dans les écoles d'architecture, des gens au niveau de la direction de l'urbanisme, de la construction, qui font un vote et c'est à travers le nombre de points qu'on décroche. Donc moi j'ai eu la chance et heureux d'avoir eu le premier prix, qui est le prix national, prix du président de la République. Et il y a un 2e prix et puis un 3e prix. Donc moi j'ai été chanceux et j'ai... Vous n'avez pas été chanceux, vous le méritiez amplement. Comme on dit, la chance se mérite, n'est-ce pas? Oui, il y avait pas mal de projets intéressants. Oui. Et je pense que Garden City, en tant que projet algérois, puisqu'il se situe à Alger, a fait, comme on dit, disons le buzz. Et je pense que ça a beaucoup contribué à la décision des membres du jury, puisque je pense qu'ils ont tous visité le projet, ils l'ont vu dans des sites internet, etc. Et donc ça a permis à Garden City, à mon travail qui se fait, comme vous le savez, dans un cabinet d'architecture. Le travail se fait toujours avec un ensemble de personnes qui collaborent au moindre détail. Vous savez, cher ami, qu'aujourd'hui, le monde de l'architecture, il y a quelques années, l'architecte était un peu mis à l'écart, n'est-ce pas? Malheureusement, dans le monde de la... Je dis bien, il y a quelques années, l'architecte était un peu mis à l'écart, malheureusement. Nous sommes passés par des périodes difficiles où sa présence n'était pratiquement plus. Aujourd'hui, il y a un retour. Déjà, pour cette mémoire collective, aujourd'hui, voilà votre travail, bravo. Quand on voit qu'on sollicite l'architecte. Oui. Si je me trompe, corrigez-moi, mais en tous les cas, on sollicite de plus en plus l'architecte dans des réalisations et des conceptions. L'architecte, vous savez, pour résumer un peu son rôle disons, ce que vous avez dit, est censé être un chef d'orchestre. C'est-à-dire que la personne, quand elle sollicite l'architecte, elle peut être une institution publique comme un simple client qui veut construire sa demeure, sa villa ou simplement réaménager un appartement, est censé être le chef d'orchestre. Donc c'est à lui de concevoir, de prendre l'essentiel, d'écouter de ce que le client demande et du coup résumer un peu ses envies et puis les mettre en œuvre. Et c'est un métier qui est très, disons, très passionnant. C'est un métier aussi qui est très ouvert à la critique. Vous savez, c'est un métier qui est, on va dire, plutôt un art public, donc où toute personne... Un art collectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque nous voyons les images que vous nous avez proposées aujourd'hui, défilent dans notre émission. Encore une fois, félicitations pour le prix, la réalisation de cet espace commercial, mais qui reste aussi avec une touche très algérienne. Hein, vous avez fait une conception algérienne, andalouse. On a l'impression qu'il y a un travail... c'est vrai que c'est très moderne, mais avec une touche algérienne. Un grand architecte très connu, Jean Nouvel, dit que l'architecture est une pétrification d'un moment de culture. C'est-à-dire que c'est un peu la synthèse de tout ça. L'architecture est un témoin d'époque. Et ce n'est pas du copier-coller, ce n'est pas ramener ce qui a été fait un ou 2 siècles en arrière. Donc c'est un peu cette synthèse. Garden City est une architecture qui est censée représenter, de mon point de vue, une architecture, disons, algéroise, avec tout ce qu'elle a connu comme époque. Vous remarquez très facilement l'utilisation de la couleur blanche, l'utilisation de fouara, un peu Waspadar, un peu Sqaifa. C'est un peu de tout ça. Revisiter. Vous savez, quand on va visiter un pays, le premier point que l'on voit, c'est aussi, dès qu'on arrive, en sortant de l'aéroport, c'est l'architecture. N'est-ce pas? C'est l'architecture, c'est les sites historiques. On va visiter ces sites, on découvre ces sites, on découvre donc l'architecture du pays. C'est pareil, il y a l'architecture, il y a l'art culinaire, sa musique, ses vêtements.
tout cela, ces écrivains, ce qu'on a écrit sur ce... Et puis là, on voit aussi donc un travail aussi moderne. Hein. Il y a beaucoup de modernité aussi dans la conception du travail aujourd'hui. En réfléchissant, en réalisant ce travail, vous avez pensé à les générations à venir, vous avez pensé à qui exactement en réalisant ce travail? C'est toujours, d'abord il faut répondre à des besoins bien précis parce qu'un centre commercial, il y a aussi des loisirs, un espace de loisirs qui va ouvrir d'ici fin avril. Il y a aussi un multiplex, donc un ensemble de salles de cinéma qui vont aussi ouvrir pratiquement la même période fin avril. Il y a aussi toute la partie commerce Oui. avec plus de 120 boutiques, des restaurants, Oui. des aires de repos, Oui, oui. etc. Mais c'est toujours une équation complexe, c'est-à-dire qu'on doit répondre bien sûr à une demande bien donnée, à une réponse aussi budgétaire, une réponse à un besoin donné. Et puis, il faut que cette architecture dure. On parle d'architecture durable, architecture bioclimatique, climatique, mais pour moi, l'architecture doit durer, donc on parle du durable. Donc l'architecture durable, c'est une architecture, entre guillemets, qui ne se démode pas. Vous savez, il y a eu beaucoup, à travers le monde, il y a eu des exemples d'architecture d'éclat, d'architecture qui ont, disons, épaté, parce qu'ils ont suivi un moment de mode, mais c'est une architecture qui s'est vite, entre guillemets, dégradée. Et je pense que dans la conception de Garden City, il fallait concevoir un lieu unique, il fallait concevoir quelque part, parce que souvent, on est souvent nulle part dans les architectures type centres commerciaux. Si vous partez partout dans le monde, vous avez des modèles de centres commerciaux qui se ressemblent. C'est assez hybride, c'est-à-dire que exactement. On est nivelé. Exactement. Donc on est souvent nulle part. Donc notre idée, mon idée est d'être dans un lieu, de se reconnaître dans un lieu. Donc vous savez, une architecture, comment vous reconnaissez une bonne et une mauvaise architecture? C'est très simple. Si vous avez une photo et que vous ne savez pas où la situer, c'est que généralement votre architecture est pas bonne. Et les gens doivent juste, à travers une photo, reconnaître un lieu. L'identité du pays est importante, l'identité du patrimoine culturel. Il y a l'identité du pays, l'identité du lieu et l'identité, disons, ce qu'on appelle de la situation. La situation n'est pas forcément physique. Quand on parle de situation, c'est tout l'environnement qui est autour. Chaque projet a ses spécificités. Donc la situation, c'est tirer profit de tout ce qui entoure, le projet. Donc c'est un peu toute cette synthèse-là. Très bien. Aujourd'hui, donc le travail que vous avez mené, c'est un travail. Vous voulez garder au fait ce nom. Vous avez envie de l'immortaliser quelque part à travers le travail, à travers votre style. Vous savez, c'est toujours un cachet, parce que c'est vrai qu'Alger. Nous avons eu donc des personnalités aussi qui ont défilé à travers Alger, son architecture, la ville d'Alger. Alger, sa périphérie a toujours eu des très grandes pointures d'architecture et dans les domaines de l'art en général, qui ont toujours œuvré, fait des projets assez exceptionnels, parfois qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Je cite à titre d'exemple Fernand Pouillant, qui a fait des projets extraordinaires, qui a été pour nous aussi un modèle de référence lors de nos études architecturales. Donc Alger a toujours passionné les plus grands de ce monde, notamment dans le domaine de l'art. Oui. Aujourd'hui, donc, le travail de l'architecte, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez aussi à faire un travail au niveau de l'école polytechnique de l'habitat et de l'urbanisme, l'EPO, qui était une grande institution, des enseignants, un niveau, et aujourd'hui, est-ce que vous pensez pouvoir apporter une contribution à cette école? Est-ce que vous arrivez à collaborer? Est-ce que vous êtes en contact avec la direction de cette école? Oui, je suis en contact avec Madame Kassab, qui est actuellement la directrice de l'EPO. Souvent, nous échangeons sur des sujets divers. J'étais moi-même étudiant et passé par l'EPO, et j'ai eu à une certaine époque, pendant une courte période, j'ai fait un peu d'enseignement à l'EPO avec Madame Bendani. J'étais son assistant en deuxième année, mais si l'école d'architecture
fait appel à moi pour des contributions et je le ferai bien sûr avec grand plaisir. Et dans ces formations, ce qui est aussi intéressant et on le sent à travers les photos que nous sommes en train de voir, c'est que vous voyagez à travers l'Algérie et nous avons un pays continent. Et donc les architectures qui existent chez nous en Algérie sont diverses. Quand on passe de Ghardeia à Alger, en allant vers Batna et à Tamanrasset, et en passant par Timimoun et Ouedsouf, c'est vraiment, il y a une richesse extraordinaire. C'est une richesse indéniable, c'est clair. Chaque zone et chaque région d'Algérie a sa propre spécificité. Donc l'idée, la formation même et être un architecte qui conçoit de la qualité, notre devoir est justement de ne pas, j'aime pas utiliser ce terme, mais de ne pas faire du copier-coller. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que chaque projet... De s'inspirer en fait. C'est clair, mais moi ce que je voulais vous expliquer, c'est que dans chaque zone, chaque projet, c'est une donnée et des équations différentes. Donc on doit concevoir un projet pour un lieu. Ce projet-là ne peut pas être parachuté dans un autre lieu. Il le peut. Mais quand vous rentrez dans le projet, vous sentez qu'il y a un décalage. Donc, ce que je veux apporter comme message, c'est que l'architecte est là pour concevoir. Il est censé être là pour concevoir un projet unique pour chaque zone. Et à travers le territoire algérien, il y a, comme vous avez bien expliqué, tout un panorama qui diffère du nord au sud, de l'est en ouest. Donc chaque architecte est censé concevoir un projet pour le lieu et non pas un projet qui peut se reproduire partout. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a urgence pour revoir un peu, je cite la capitale qui est Alger, qui s'agrandit de plus en plus, beaucoup de quartiers, de nouvelles cités, ADL, LPP et tant d'autres qui existent et qu'on souhaiterait les réaménager, créer des villes dans des villes. Oui. Oui, donc Alger, comme toutes les Est-ce que vous pensez un jour rêver d'intervenir pour revoir un peu ce travail qui est en train de se faire, qui est aussi louable. Hein, bien sûr. On sait que le souci du logement a été un très gros souci en Algérie. Aujourd'hui, un bon nombre de personnes ont leur maison, mais aujourd'hui, il est important de revoir aussi les infrastructures et penser la ville. Beaucoup de choses, notamment dans le domaine de l'habitat, ont été faites, on va dire, les 20 dernières années. Il y a eu un nombre de logements considérable qui s'est construit à Alger, sa périphérie. Donc, ça répondait à un besoin réel. Et puis, avec un ensemble de formules que vous avez citées, ADL, il y a plusieurs formules. Bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer, notamment sur le plan... mais l'Algérie tout entière de manière générale, est concernée, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a toujours des choses à apporter, des choses à améliorer, notamment en termes d'urbanisme. Il faut savoir que c'est d'abord, quand on parle de grand ensemble, il faut que ça soit d'abord traité à l'échelle urbaine. C'est-à-dire c'est d'abord une conception urbaine. Donc quand on parle de conception urbaine, on est à une échelle beaucoup plus importante, c'est l'échelle macro. Et là, on fait appel à plusieurs intervenants. Là, on touche le domaine social, le domaine énergétique, parce qu'il faut penser l'énergie, donc les gestion de l'eau, gestion des déchets, les sources énergétiques, est-ce que c'est assez suffisant pour alimenter cet ensemble de logements, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des choses à faire et à parfaire. C'est un travail qui est en continu. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'était un pur bonheur de vous avoir reçu. Encore une fois, félicitations. Et puis, je pense que vos parents doivent être très fiers de vous. Ça, c'est... on salue toute la famille de notre part, parce que cette émission, c'est aussi une émission familiale où on invite les personnes, ce sont des personnalités, hein, et qui aussi ont ce côté, l'autre côté, c'est-à-dire familial, privé. C'est une façon pour nous aussi de dire que nous avons aussi une formidable jeunesse et puis une génération qui se prépare et qui fait de très belles choses. Pour que on puisse avancer tous ensemble, la main dans la main, pour une Algérie nouvelle et meilleure surtout. On va vous laisser partir, mais avant cela, on va rester dans ce monde de la création et de nos artistes, cette fois-ci avec Lamia Boudbouda, qui, elle, revient sur le portrait de Zohir Louglit. Vous connaissez, qui est un photographe?
J'entends parler, mais je n'ai pas vu encore Voilà, ces œuvres. donc Sohail Louglite que nous allons découvrir tout de suite et on se retrouve avec d'autres invités. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous. Des images qui balancent entre peinture et photographie. Cela s'appelle le still life ou nature morte. Et Sohail Lougliti en a la parfaite maîtrise. Il réalise des mises en scène avec de simples objets du quotidien et chaque photographie est un petit chef-d'œuvre. Le moment où la photo, elle bascule entre la photo et le dessin, là, on capture l'image. Et j'ai tendance à dire toujours que au moment où j'expose ma photo, où je publie ma photo, où je partage ma photo, la première réaction, les gens, ils ont cette manie ou cette question, cette fameuse question, est-ce que c'est du dessin? Et quand on me pose cette question, là, je suis satisfait et je dis que j'ai réussi ma manœuvre. Doté d'un sens aigu de la composition et de l'esthétisme, Sohail Lougliti est aussi photographe de produits, un savoir-faire spécifique où le produit est la star de ses clichés afin de faire vendre. Et il doit mettre sa façon de faire pour se distinguer des autres photographes, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, satisfaire le propriétaire du produit, et c'est ça le deuxième problème. Et ensuite, il doit les deux satisfaire la dernière étape, et c'est le plus essentiel, c'est satisfaire le consommateur parce que c'est lui qui va payer et c'est lui qui va sortir l'argent de sa poche. Et il faut choisir la couleur parce qu'il y a des produits de terroir, il y a des produits de cosmétiques, il y a des produits avec du verre qui sont l'emballage avec du verre, il y a des produits où l'emballage absorbe la lumière, il y a des produits où la lumière se reflète et ça c'est une autre galère, c'est plus technique. Originaire de Boussaada, notre artiste a été chargé d'une mission de valorisation du costume traditionnel boussaadi pour lequel il a choisi un décor spécifique. On ne peut pas valoriser ou faire donner plus de valeur pour un costume si on le dépayse. Ça veut dire qu'on va le sortir de son contexte. Ça, c'est le costume traditionnel boussaadi. Par exemple, les chaussures, normalement, on l'appelle la rihiya. Le pantalon, c'est surwal arbi. Le chapeau, c'est le mdal. Le mdal, il y en a beaucoup parce qu'il y a le mdal de l'khidma, il y a le mdal des occasions, de l'saif, de l'ashta, il y en a beaucoup, c'est différent. Il y a l'okaza. Ça diffère. Tout dépend de l'occasion où on utilise la chose. Il y a le gilet le shash normalement bon, d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai essayé de faire une petite recherche pour avoir encore réconforter l'information du costume. Formateur de photographe, il anime plusieurs ateliers et conférences. Il compte ouvrir une école de formation. Et là, maintenant, je suis dans le projet avec la collaboration le livre photo avec Madame Samira Benkasmi sur Del Ibrahim, le livre photo. On va faire, je dis une école pour les amateurs de la photographie, ceux qui veulent apprendre la photo et apprendre la théorie, apprendre comment procéder à faire des photos. Et après, on va faire des formations ou des stages pour les techniques spécifiques, que ce soit du still life pour la décoration ou pour le produit ou les photos de mariage. C'est la photo depuis le débutant qui commence dans la photo jusqu'à les vieux, les experts et les professionnels, on reste toujours et on tourne toujours dans le cercle qui est la lumière. La photo, c'est la lumière, il n'y a pas autre chose. Et voilà, c'était là un très beau reportage de Sohail Lougliti, bien sûr un reportage fait par notre collègue Lemia Boudbouda. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de recevoir comme ça des personnes qui viennent nous rendre visite depuis 4 ans. On ne l'a pas vue et c'est un plaisir de la recevoir. Elle est parmi nous aujourd'hui, elle nous vient de Montréal. Elle est dans le monde des finances, de la finance. Et on va dire, elle est banquière, voilà, responsable des banques à Montréal et c'est un plaisir de la
recevoir. Il s'agit de notre ami Houda Ouraghi qui est parmi nous. Bonjour, bonjour Linda, merci, le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation et être contente de vous retrouver après 4 ans. Ça va vite quand même. Ça va très vite, exactement. Alors il faut savoir que vous êtes dans le monde de la finance. Exact. Vous avez fait vos études ici en Algérie. Oui. Vos études, vous êtes né en Algérie et vous avez fait vos études ici en Algérie. Et nous sommes très contents de vous recevoir. Encore une fois, il faut dire que grâce aux réseaux sociaux, on arrive à garder le lien. Absolument. N'est-ce pas? C'est le côté positif justement des réseaux sociaux qu'il faut exploiter. Absolument, c'est un côté très très positif et que nous soutenons parce que nous aussi dans notre travail, on est vraiment très très liés à ces liens que nous avons avec la communauté algérienne via notre chaîne de télévision, bien sûr Canal Algérie, notre émission Notre Algérie, où on est accueillis à bras ouverts et on accueille aussi nos amis des 4 coins du monde et surtout en cette période de froid. Hein, que ce soit à Montréal ou en Europe, il fait très très froid. Ici, c'est pratiquement le printemps, il fait très 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 beau, n'est-ce pas? On en profite, on en profite. Vous en profitez au Absolument, maximum. au maximum. Ça nous manque tellement. Et c'est un moment où on se prend un café, n'est-ce pas? Qahwat al-Asr, comme vous le voyez, merci. comme à chaque fois, avec des gâteaux traditionnels que l'on offre à tous ceux qui nous suivent dans notre émission, Notre Algérie. Nous savons que le wahsh, oui. C'est aussi avec ses rencontres, avec ses plats, avec sa musique, avec ses gâteaux traditionnels, n'est-ce pas? Puis ça, c'est en nous. C'est quelque chose qu'on ressent, puis c'est un sentiment qu'on ne peut même pas décrire. Oui. C'est quelque chose qui fait partie de nous, notre culture, notre tradition. Quand on le voit, on réagit, mais on réagit spontanément. Oui. On ne sait pas comment ça vient nous chercher. C'est en nous. L'émission s'appelle Notre Algérie. Oui. Puis on est vraiment ancré, puis ça va rester comme ça. Comme vous l'avez dit en intro, on est un produit purement algérien. Oui. Moi, je suis née, grandie, étudiée ici. J'ai fait mes études à Bebzoua. Je suis ingénieure en génie des procédés de l'université Ouali Boumediene. Donc, il n'y a rien qui va changer ça. Oui, on tente tous à se développer. On est bon, on veut être meilleur. Oui. Mais on reste des Algériens. Puis moi, j'ai grandi, j'ai juste passé un mot en arabe. Bien sûr, dans une famille où on nous dit « Hubb al-Awtan min al-Iman ». Moi, j'ai grandi avec ça. Oui. Et ça va me suivre jusqu'à mon dernier jour. Vous avez les larmes aux yeux. Absolument, absolument. Oui, 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 parce qu'en fait, ce sont des valeurs et même l'école transmettait ces valeurs. Exact. C'est-à-dire que quand on était à l'école, Hubb al-Watan min al-Iman, c'était quelque chose qu'on nous transmettait à chaque fois au niveau des établissements tout petits, hein, au primaire. On veut que ça reste, c'est important. Oui, le développement, oui, l'évolution, mais ça, c'est des choses, c'est notre base. C'est la base de la société, de l'identité, de l'mandoma tarbawiya. On veut que ces choses restent et continuent de se transmettre de génération en génération. Et ne pas perdre son âme. Exactement, exactement. Mais je pense qu'à Montréal, je suis presque sûre que l'organisation est différente. C'est-à-dire qu'il y a quand même une meilleure organisation du communautarisme, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas détaché de là où on vient. Absolument. Il y a cette organisation, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un plombier, ça va être un plombier algérien. Oui. Souvent, surtout quand on s'installe, vous avez besoin d'un chauffagiste, ce sera un chauffagiste algérien. Exactement. Et on va faire l'étude de façon à ce que ce soit quelqu'un qui est presque pas très loin de votre quartier. Ça, c'est impressionnant. Exactement. Et puis, on se connaît entre nous. Oui. Donc, on connaît nos besoins, puis on connaît la façon, on l'approche. Donc, généralement, les gens, ils tentent d'aller plus vers un Algérien. Et ce n'est pas de la discrimination ou quoi que ce soit. Non. Mais c'est une communauté et on veut s'entraider entre nous. Donc, c'est juste naturel. Et puis, pour aussi, parce qu'en fait, les cultures sont très différentes. Oui. La culture anglo-saxonne est différente de l'européenne. Donc, pour comprendre un Canadien ou autre, il faut aussi s'adapter, plus ou moins. Quand on arrive dans un pays, je pense que l'un des meilleurs moyens, c'est d'avoir un compatriote. Absolument. Et puis, c'est pas juste la culture anglo-saxonne. Le Québec, moi, je vis à Montréal, dans la province du Québec. C'est francophone. C'est une province francophone. Et même à ça, ça nous prend une adaptation. Puis moi, je vais vous donner une anecdote. En 2001, quand j'ai commencé mes études à l'université, j'avais une amie, bon, c'est la première personne que j'ai connue, fait qu'on a lié amitié, une Canadienne. Elle me dit, sa mère vivait à Ottawa. Fait qu'elle me dit, à soir, je vais prendre mon char, gazer et chauffer jusqu'à Ottawa. Moi, tout de suite, je dis, OK, j'ai compris jusqu'à Ottawa, parce que les gens, ils ont le droit d'acheter des chars d'assaut ici. Ça veut dire quoi, gazer, chauffer? Alors, elle voulait me dire, je prends ce soir mon auto, je vais mettre de l'essence et conduire jusqu'à Ottawa.
Fait que ça prend de l'adaptation, même si ce n'est pas anglo-saxon. Donc, c'est un défi supplémentaire pour nous. D'où il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut s'ouvrir à la société. Puis ça fait partie de notre intégration pour pouvoir réussir et laisser un impact positif auprès de la société d'accueil. Et l'autre côté de la médaille, parce qu'il faut toujours le voir, on a dit qu'on a le lien, le cordon ombilical avec l'Algérie, il va rester là éternellement, peu importe où on est. L'Algérie, c'est en nous, je vous le dis, et j'ai la chair de poule. Oui. Donc, il faut garder ce lien-là, le cordon ombilical, puis le voir vraiment dans les deux sens, et non pas vraiment dans un sens unique. Donc, c'est ça. Alors là, on vous voit justement, vous avez choisi des photos, oui. Oui. Ça, c'était cette année, c'était fin octobre où je suis très impliquée dans la société d'accueil. D'accord. Parce que oui, on est citoyen, puis il faut qu'on agisse, il faut qu'on soit présent, puis qu'on ait un impact dans la société. Donc, je me suis présentée aux élections municipales. Cette année, c'était en octobre-novembre, et ça, c'était la réception de mes pancartes. D'accord. Puis c'est très autonome. Ils reçoivent les pancartes, je prends des bénévoles. Je vais placer moi-même les pancartes dans la rue, je fais mon porte-à-porte avec ma voiture, je paye mon essence, c'est organisé comme ça. Et puis c'est là où on peut aller chercher non seulement un impact sur le citoyen local, donc dans la société d'accueil, mais aussi inspirer la communauté algérienne installée là-bas, surtout pour une femme. C'est tout un courage de se présenter dans des élections municipales. Ça prend, même les Canadiens, les Québécois, ils le reconnaissent. Donc, je pense que ça a donné le goût et l'inspiration à d'autres femmes d'emboîter le pas et puis de faire la même chose. Oui, ça, c'était les pamphlets que quand je fais mon porte-à-porte, je les distribue aux citoyens pour qu'ils voient. Moi, je me suis présentée dans l'arrondissement où j'habite. Donc, les citoyens, ils vont voir, ça, c'est la personne qui s'est présentée aux élections. Donc, si demain, elle est élue, c'est avec elle que vous allez faire affaire. Et en arrière du pamphlet, on peut voir les 5 engagements que le parti que je représentais a pris. Si jamais on est élu, qu'est-ce qu'on va améliorer dans l'arrondissement en question? Oui. Et là, aujourd'hui, pour vous, c'est important. Je connais aussi pas mal d'Algériens qui se sont présentés à ces élections. Et pour eux, c'était aussi une façon de participer pleinement à la vie, tout en étant profondément algérien et en mettant cette petite graine dans ce travail. C'est-à-dire que c'est une terre, j'allais dire, presque vierge, et que les Algériens doivent planter absolument une plante dans cette terre et avoir une visibilité beaucoup plus positive de l'Algérien et de l'Algérie. C'est de faire rayonner justement le talent et les possibilités, puis la capacité que les Algériens ont. Et Dieu sait qu'ils sont très, très nombreux. C'est juste que l'Algérien, par nature, il ne se montre pas. C'est ça. L'Algérien est comme ça. Il est très humble, il est très modeste. Il y a des sommités qui sont à Montréal qui disent « OK, moi j'ai fait ce que j'ai pu ». Et c'est vrai, c'est la nature de l'Algérien. On n'a pas été éduqué dans le moi, mais dans le on. Et dans le nous. Et dans le nous, exactement. Dans le nous surtout. Exactement. Oui, ça c'est vrai. Alors, nous allons aussi suivre des reportages, comme vous le savez, dans cette émission. C'est aussi des reportages que l'on voulait aussi vous proposer. Et cette fois-ci, c'est aussi le monde, on va aller à Tlemcen, dans votre région aussi. C'est ma région, oui, exactement. On est toujours très, très fiers de toutes les belles régions que nous avons. Tlemcen avec un antiquaire, et c'est notre chère collègue Samira Hadj Amar qui l'a rencontré pour nous. Antiquaire, un métier par passion d'abord pour Mohamed Riyad Ben Mrah. Il en est tombé amoureux presque par hasard et il nous en dit tout. Je travaille avec les commissaires-priseurs et les domaines. Chaque fois, on récupère les objets et on les protège et les ramène dans les salles de vente. La salle de vente Drouot, il y a le Sotheby's, Christie's, c'est des grandes salles de vente. C'est là-bas que j'ai aimé ce métier. En 2003, il rentre en Algérie, à Tlemcen, et ouvre un espace dédié à l'Antiquité, ouvert à tous les passionnés et aux collectionneurs d'objets précieux. Tlemcen, elle est connue pour l'art islamique. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des manuscrits, des launderies, où il y a les écritures arabes, anciens. Les tableaux orientalistes, des peintres qui sont passés à Tlemcen, comme Bridman, Simone, Bartolini, c'est des peintres italiens. Et chez lui,
c'est toute l'histoire de l'Algérie contenue dans des collections d'objets patiemment chinés. On peut trouver une comptoise ancienne de Tlemcen. Elle est signée Mohamed Znaghi. C'est une famille qui est connue à Tlemcen. C'est la fin 19e. Et on trouve des vases anciens syriens avec la calligraphie arabe qui sont un petit peu rares. On ne trouve pas souvent. Il y a les tenues traditionnelles comme le kaftan et la chachia de la mariée. Elle est brodée en argent, en fil d'argent. Elle a plus d'un siècle et demi. On a des top tabats anciens. Si vous passez un jour à Tlemcen, n'hésitez pas à faire une halte dans cet espace d'art et d'histoire. Magnifique reportage, hein, voilà, oui, on a absolument. vu ça, très beau, cette personnalité qui était aussi ailleurs et qui a décidé de rentrer en Algérie et de nous faire aussi découvrir toutes ces belles choses. En tous les cas, encore une fois, marhaba bikoum el habab, marhaba bikoum de notre émission, notre Algérie, en direct de Canal Algérie. C'est le moment aussi de se prendre un bon café, de discuter, d'échanger avec notre invité qui est parmi nous aujourd'hui, Houda Ouraghi, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et parmi vous, hein, puisque vous nous recevez chez vous et on disait qu'elle est un produit 100% algérien du quartier ici d'El Mouradia le Golfe, vous n'êtes pas très loin, voilà, tout près, vous êtes voisine, hein, et il faut savoir aussi que nous dans cette émission on a toujours ce plaisir de recevoir les gens avec toujours des touches traditionnelles. Je tiens à remercier toujours notre amie Hadjira, donc Khiyar de la Rose Magique, justement, qui se trouve au Golfe, qui fait de très très bons gâteaux traditionnels comme nous les aimons à l'ancienne. Voilà, donc aujourd'hui pour prendre un bon café au lait, un bon café, c'est selon, hein, donc en cette période où on a envie de se retrouver, tout en respectant la distanciation, bien sûr. tout en allant se vacciner. Ça aussi, on n'arrêtera pas de le dire. Actuellement, nous avons ce virus qui tape aux portes de toutes les familles. Il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée par le virus, par cette pandémie, notamment Omicron. Il faut faire très très attention, soyez prudents. Et puis les conseils aussi que l'on peut donner, parce que nous avons reçu la semaine passée aussi un médecin qui nous a aussi beaucoup orienté sur notre alimentation. Il faut bien s'alimenter, il faut bien manger, il faut bien se nourrir. C'est aussi quelque chose de très très important et se préserver. Alors, on voit toutes ces bonnes choses, hein, pour ce café de Khawat al-Asr. Je tiens à remercier également la haute couture Zaléa qui m'a aujourd'hui donc habillée. Zaléa haute couture d'Elbiar, qui fait aussi des merveilles, hein, en matière de vêtements. Donc Zaléa haute couture d'Elbiar qui fait de très 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 jolies choses. Je tiens également donc à remercier également l'Instant Make-up et j'embrasse toute l'équipe, hein, donc de l'Instant Make-up, sans oublier Imen, Lydia, Ryan, Wefa, Dina, Sonia, ML. Voilà, c'est tout un staff très sympathique de l'équipe l'Instant Make-up, sans oublier Fadela que l'on embrasse aussi. Tout cela pour vous dire aussi que pour créer une émission, c'est tout un staff, c'est toute une équipe, c'est toute une programmation, c'est toute une organisation. Les belles choses arrivent avec beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et de sérieux, comme ce que vous faites vous aussi, notre cher ami Houda, n'est-ce pas? Merci. Et les programmes de Canal Algérie, est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous suivez notre émission de télé? Oui, on suit les émissions, mais pour être honnête, comme il y a un décalage horaire, et moi personnellement, même c'est vrai qu'à cette heure-ci, il est 10 h à peu près du matin. Oui, en hiver c'est 6 h, puis l'été c'est 5 h, c'est un petit peu difficile. Puis généralement, même le week-end, je sors, donc je travaille, je fais du bénévolat, je suis impliquée sur des conseils d'administration qui demandent beaucoup de temps en dehors de mon travail. J'enseigne à l'université également. D'accord. Donc j'ai un programme très très chargé. Ça ne nous empêche pas de visionner sur YouTube, sur Facebook, ce qu'on disait tout à l'heure, exploiter le côté positif des médias sociaux. Oui. Donc oui, on suit, comme je suivais vraiment religieusement Touacht Bladi, c'est le prédécesseur de notre Algérie, absolument. Culture Club de Karim Amiti, que j'ai eu le plaisir de retrouver. On a fait le CEM ensemble. D'accord. Donc, oui, absolument. Donc, oui, on suit dans la mesure du possible, naturellement. Formidable. Et là, nous voyons avec ici, Champions of Change. Oui, parce que je siège sur le conseil d'administration du Project Management Institute. J'ai été élue, je suis en mon 2e mandat, ma 4e année. Bravo. Et ça, c'était au 50e du PMI. Donc ça, c'est le LIM.
C'est le Leadership Institute of Meeting. Donc, c'est organisé chaque année pour les leaders des chapters, pour justement échanger sur les meilleures pratiques en gestion de projet, comment les pratiques de gouvernance également, comment chaque équipe de, ça c'était à Los Angeles, donc comment chaque équipe d'un conseil d'administration travaille pour amener le chapter au niveau supérieur. Donc dans une perspective d'améliorer nos processus, d'être plus agile. Et la chose la plus importante, on est des chapters, donc on a des membres, ces membres adhèrent à notre Nous voyons organisme. cette photo aussi. Ça, j'ai été élue, c'est là où ils ont divulgué les résultats de mon élection sur le conseil d'administration du PMI. Donc ça, c'était organisé au Stade olympique de Montréal. Bravo. Alors ça, c'était les nouveaux administrateurs, ça fait 4 ans, en 2018. Très bien, bravo. Et vous étiez venu à Alger aussi il y a 4 ans de cela, avec Hanan Meleika que l'on salue. Exact. Je ne sais pas si elle pourra nous suivre aujourd'hui, qu'on embrasse très très fort, et qui, c'était aussi un travail intéressant. Exact. C'était dans le cadre de l'événement Algiers Smart City. Puis on est venu accompagner la Jeune Chambre de commerce algérienne au Canada. Donc moi j'étais marraine de la Jeune Chambre de commerce. Donc on est venu avec eux. Et que devient cette Jeune Chambre de commerce? Elle continue, elle fait un très beau travail, elle a évolué, elle crée vraiment de l'impact auprès de la communauté au Canada. Donc c'est vraiment des jeunes très très motivés, très impliqués. Donc on leur souhaite que du succès. Puis nous, on est là les anciens, entre guillemets, pour les supporter, pour les accompagner. Puis la chose la plus importante, c'est pour leur transmettre nos connaissances et nos apprentissages, mais aussi nos erreurs. Nous, on a peut-être fait des erreurs et on ne voudrait pas qu'ils les fassent. Et qu'on les aide pour éviter justement ces erreurs-là. Oui. Alors moi, je vais vous poser une question. Vraiment, je vois que la communauté algérienne à Montréal est très, très organisée. Vous avez de tout. Vous avez des marchés algériens, vous avez Mon Village, que je connais, vous voyez. Donc on voit ça. Je suis vraiment de très près. Vous avez des espaces comme Mon Village, vous avez des vendeurs de gâteaux traditionnels qui n'ont rien à envier à ce qui se fait ici. Exactement. Je ne parle pas de la qualité, avant était plus ou moins moindre, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, elle est vraiment bonne. Exactement. Les gâteaux traditionnels algériens, comme ceux que nous sommes en train de voir là sur cette table, vous les avez à Montréal. Vous avez le Fermdan, vous avez le gars qui vient de Bouferik et qui vous fait de la zlabia sur place. Exactement. N'est-ce pas? Et vous avez donc... Mais d'où viennent ces légumes? Ce sont des légumes algériens. Des légumes algériens, et dès qu'ils les mettent sur les étalages, ils partent comme ça. Dès que les gens voient produits, parce qu'ils affichent produits d'Algérie, ça part tout de suite. Ben, il y a des gens qui se sont impliqués et qui font de l'importation de produits algériens par avion et qui nous font le plaisir de les avoir là-bas. Je ne veux pas citer de marque, mais on a des tomates, on a du couscous, des pâtes. De tout. Et on voit le grand changement. Moi, ça fait 21 ans que je suis là-bas. J'ai acheté mon pain chez des Portugais et la viande chez des Pakistanais, la viande halal et des Iraniens. Aujourd'hui, on a l'embarras du choix. Quand c'est Moussem, ben, il y a de tout, que ce soit Mouloud, que ce soit Ashura, que ce soit Ramadan, l'Aïd, on est vraiment gâtés. Et c'est des entrepreneurs qui ont pris l'initiative de ramener ces choses-là là-bas au Canada. Il y a même des pulls de l'équipe nationale, ils vendent des drapeaux, il y a tout. Donc ils nous ont aidés à, même si ça nous manque la famille, ça nous manque l'Aden, ça nous manque le fait de se rassembler, la musique chabi au moment du Maghreb, on n'a pas ça, on essaie de simuler, mais ça reste qu'on travaille toute la journée et tout ça. Excusez-moi, là on voit une autre photo de vous. Oui, ça j'avais gagné, j'ai eu le plaisir et le privilège de remporter le prix d'excellence de la Fondation Club Avenir. C'était un prix pour une success story, une femme qui a réussi au Canada. C'était plus par rapport à mon parcours professionnel. Donc ça aussi, c'était en 2018. Et justement, la Fondation Club Avenir, elle fête ses 20 ans cette année. Donc ça fait 20 ans qu'elle existe. Elle a été fondée par 3 personnes. C'est vraiment des sommités dans leur domaine. C'est des gens qui sont très, très connus. On s'entend que c'est du bénévolat. Si la Fondation a tenu autant d'années, c'est qu'il y a des gens qui travaillent très, très fort en arrière pour la faire vivre. Et l'objectif de cette fondation-là, c'est de faire rayonner le talent et l'excellence algérienne au Canada. Donc, c'est vraiment, chaque année, on a plusieurs événements, puis il y a un événement phare qui est le gala d'excellence de la Fondation. Donc, on va identifier des personnes qui ont réussi au Canada. Il y a tout un processus. D'ailleurs, je suis la présidente du comité de nomination et de sélection. Bravo. Donc, on travaille à identifier ces compétences-là, cette excellence-là, les personnes qui ont réussi au Canada, pour 2 raisons.
La première raison, c'est comme j'ai dit, faire rayonner le talent, puis il y en a beaucoup. Et avec cette fondation-là, on arrive à l'identifier, à le faire sortir de l'ombre. Et le deuxième point, de créer des ambassadeurs, mais aussi d'être des personnes inspirantes. Il y a des gens qui viennent là-bas, ils sont découragés, ils sont autour de personnes négatives. Oui, souvent, ils sont autour de gens négatifs. Il y a le froid, il y a la distance. Exact. Donc, c'est pour servir d'exemple, de leur dire, écoute, ces gens-là, est-ce que ça a été facile? La réponse est non. Est-ce qu'on a eu des embûches? Oui. Est-ce qu'on va continuer d'en avoir? Oui. Mais regardez, ces gens-là, ils ont travaillé fort puis ils ont réussi. Fait que si moi, j'ai pu le faire, quelqu'un d'autre a pu le faire, toi, tu peux le faire. Donc, c'est vraiment pour servir d'exemple, servir d'ambassadeur et inspirer les gens dans une perspective de réussir et de casser les stéréotypes de oui, c'est négatif à propos de nous. Oui, bien sûr. On veut vraiment, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un constat aussi. Exact. Il y a un constat. Donc aujourd'hui, j'allais dire, c'est à nous et c'est à vous aussi de donner visibilité de tous ces ce potentiel ô combien positif des Algériens qui vivent à l'étranger et notamment au Canada, puisque c'est aussi une immigration choisie. C'est ce qu'on appelle l'immigration sélective. Ils prennent les gens qui ont des diplômes, les gens instruits, qui maîtrisent les langues et tout ça. Donc, c'est vraiment, disons que c'est la crème de la crème. Mais comme il y a aussi des petits métiers aussi qui sont aussi sollicités. Bien sûr. Voilà, de la main-d'œuvre, un travail. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi une façon très particulière et une façon aussi de bien orienter ces personnes qui arrivent. Exact. Donc, ça nous manque beaucoup. Oui. Donc, il y a beaucoup de petites associations qui se forment, des petits groupes. Ils font ça de façon bénévole. Ils ne sont pas payés, mais justement, pour prendre en charge les personnes qui arrivent. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens financiers quand ils arrivent, donc ils les aident à trouver un logement, à trouver de la nourriture. Il y a de l'orientation aussi qui se fait sur le choix des écoles parce que c'est complètement différent de ce que nous, on connaît, des garderies, ce qu'on appelle communément chez nous des crèches. Donc ça prend, le Canada, quand vous venez dans un processus d'immigration, les moyens, ils sont inestimables et tout est gratuit. Donc ils vont vraiment orienter les gens qu'ils ont décidé d'accepter chez eux pour les positionner sur le marché du travail, les assurances. Donc, c'est vraiment pris en charge. Alors, aujourd'hui aussi, ce qui est certain, c'est que les Algériens aussi ont ce besoin, le souci de leurs enfants. Oui. N'est-ce pas? L'éducation des enfants. L'éducation des enfants, parce que nous savons que c'est aussi une notion universelle, avec des valeurs qui souvent ne sont pas les nôtres, il faut le dire. Souvent, donc, il y a des choix, il y a des, j'allais dire, il y a des garde-fous. Absolument, absolument. Mais en fait, je pense que l'Algérien, on le met là où on le met, il s'adapte et il réussit. Moi, je donne un cours à l'École des technologies supérieures. C'est une des plus grandes écoles d'ingénieurs au Canada. J'ai 32 étudiants. Il n'y a que des Zakaria, des Iman, des Samira, des Mohamed. Donc, on dirait que je suis en train de donner un cours ici à Dabzoua. Ça nous demande juste la capacité et le vouloir de l'Algérien quand il arrive là-bas de vouloir réussir. Oui, c'est diamétralement opposé à notre culture. On ne le cachera pas, on a l'aspect religion. Donc les gens, ils essaient vraiment de préserver cet aspect-là. Mais je pense qu'il y a tellement de belles choses et de choses positives à aller chercher pour nous développer. Puis il faut qu'on continue de travailler sur nous. Peu importe où est-ce qu'on arrive, peu importe le degré de réussite, on a besoin d'aller plus loin, puis on a besoin de se développer. Donc oui, les gens, ils choisissent l'éducation de leurs enfants, surtout dans les universités. Ils ont des universités vraiment de renommée mondiale. Et c'est assez développé, assez avancé. Mais ça reste que quand on rentre chez nous, on devient l'Algérien qui mange des trucs traditionnels, les prépare lui-même. On a besoin de se retrouver aussi. Absolument, c'est notre identité. On a besoin de se retrouver. C'est notre identité. Mais l'équilibre est très difficile à atteindre. Il faut vraiment être fort, il faut vouloir, il faut vraiment faire la part des choses. Parce que l'équilibre n'est pas facile, surtout pour les jeunes qui sont nés là-bas. Ils sont déchirés entre deux cultures qui sont diamétralement opposées. Donc les parents ils ont beaucoup de travail à faire justement pour créer et maintenir cet équilibre. Alors nous voyons ici aussi... Oui, ça c'était la remise de mon prix, avec son Excellence, l'ambassadeur d'Algérie, l'ex-ambassadeur d'Algérie au Canada. C'est lui qui m'avait remis le prix. Très bien, très bien.
Ben écoutez, ce sont des moments honorifiques. Absolument. La tenue traditionnelle est importante. Oui. C'est un caftan que j'ai acheté à Tlemcen. Hein? Oui. Les tenues traditionnelles. Je sais qu'il y a des soirées qui s'organisent. Oui. D'ailleurs, on va programmer. Hein, on aura des vidéos de pas mal de nos amis qui organisent des soirées chabi avec Hamidou, avec Samir Assemi, avec tant d'autres qui font de belles choses avec Naïma Jazairiya. De plus en plus. Pour faire connaître notre culture. Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est qu'ils organisent ces soirées en cette période d'hiver. Oui. Et les gens en sortent et c'est complet. Oui. Donc, actuellement, il fait très très fort. Il fait combien? Il fait moins 20. Il faisait moins 26. Moins 26 aujourd'hui. Oui. Donc, mais c'est le ressenti. Non, c'est justement, quand il y a le facteur éolien, il faut compter comme moins 36. Je ne sais pas si c'était vanté ou pas, mais bon. D'accord. Donc, et là, ils organisent des soirées, les gens viennent, ils sortent, ils se déplacent. Oui. C'est que du bonheur pour eux. Les gens, ils ne demandent que ça. Fait que, on est équipé, donc la voiture est chauffée, on rentre dans la salle, c'est chauffé. Puis on va se réchauffer encore avec de la musique, avec de l'ambiance, l'art culinaire, le vêtement traditionnel, le bijou traditionnel. Tout est au rendez-vous. C'est comme un mariage. Exactement. C'est comme si on est dans une salle des fêtes. On a Hamidou en face et on prend plaisir. Et est-ce que vous connaissez maintenant les groupes qui sortent comme ça, qui s'organisent? Il y a aussi des associations de musique andalouse. Oui, il y a l'association. Est-ce qu'on peut pas citer de nom? Il y a l'association Mezranna à Montréal, qui a été fondée d'ailleurs par quelqu'un qui a, Dr El Hafef. Absolument. Nous l'avons eu via domaine. Skype d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Puis ça, c'est vraiment de la belle musique andalouse. Dans des événements, ils font connaître, rayonner cette musique-là. C'est notre tradition. Non seulement ils font ça, mais ils forment des jeunes, ils donnent des cours de musique. C'est vraiment très, très intéressant. Et nous savons que dans cette association, beaucoup de médecins, dans les grands hôpitaux de Montréal, de banquiers, de chercheurs, de professeurs à l'université, qui font partie de cette association. Exactement. Il faut toujours avoir quelque chose avec laquelle on ait du plaisir. Oui, on fait des études, on travaille, mais l'autre côté, il ne faut pas l'oublier. Que ce soit de la musique, que ce soit un métier, que ce soit des travaux manuels qu'on aime faire, c'est super important. Puis on trouve, c'est des hobbies, puis on vient vraiment compléter. Ça déstresse et ça nous permet de maintenir des métiers ou des traditions ou des choses qui sont importantes et qui font partie intégrante de notre culture et de notre identité. Ça, c'est formidable, vraiment formidable. Avant de vous laisser partir, vraiment, c'était un pur bonheur de vous avoir reçu parmi nous, Houda Ouraghi, qui est venue nous rendre visite et on était très heureux de la recevoir dans notre émission Notre Algérie. Que du bonheur, que de belles choses. Vous êtes venue, vous avez ramené aussi du soleil de l'Algérie. Absolument. Qui est dans votre cœur, notamment, ce soleil, qui est dans votre cœur, ma chère. Merci. Et puis, vous savez que cet espace est le vôtre. Vous viendrez autant que vous voudrez. C'est gentil. On était ravis de vous avoir reçu. Peut-être un message, un coucou à tous ceux qui vous suivent. C'est là que ça se passe. Bonjour. Ici, voilà. Cette caméra. Oui, tout à fait. Donc, je dis bonjour à toutes les personnes qui me connaissent, qu'ils soient ici en Algérie ou à l'extérieur de l'Algérie. Ma famille en premier lieu, puis encore en premier lieu, ma maman et mon papa. Si je suis là, c'est grâce à eux. Donc, je ne les remercierai jamais assez. Donc, merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir. J'espère que j'ai été en mesure de partager une toute petite partie de mon expérience, de mes connaissances et avoir été inspirante le moindrement par rapport aux gens qui m'ont écouté aujourd'hui. Donc, je souhaite la santé à tout le monde. Et merci encore pour l'invitation. C'était un plaisir. Nous savons aussi qu'actuellement, notre communauté, tous ceux qui vivent au Canada, il y a un confinement. Est assez dur à supporter actuellement. Donc, pratiquement tout est fermé. Mais ils commencent quand même à déconfiner. Ils ont levé le couvre-feu. Ils commencent à y aller tranquillement parce que dans l'ouverture des espaces publics, c'est encore fermé, les restaurants? Non, tranquille. Ils ont limité les capacités. Donc, ça roule à 50% de la capacité, justement pour pouvoir y aller tranquillement et minimiser justement le nombre de contaminations et réduire le nombre de cas. Mais ça reste quand même assez... on doit être careful, on doit être prudent. C'est ça, on doit être vraiment prudent puis respecter les directives sanitaires et prier pour que cette COVID parte, nous laisse tranquille et qu'on revienne à une vie
qui était normal, puis qu'on prenait pour acquis. Finalement, il ne faut rien prendre pour acquis. Il y a un petit truc qui a tout chamboulé la planète. Puis moi, chaque année, je viens voir ma famille. Là, ça fait quasiment 3 ans que je ne suis pas venue. On ne peut pas se déplacer. Donc, ça nous a... Oui, c'était négatif, très, très négatif. On a perdu des membres de notre famille. Tout le monde a été touché. Ça a été vraiment quelque chose de triste. Mais il faut voir l'autre côté de la médaille. Ça nous a appris beaucoup de choses. Ça nous a appris sur notre style de vie, à le questionner. Finalement, les magasins étaient fermés, puis on n'est pas mort. On a continué de vivre. Les liens familiaux, ça vient comme... Oui, écoute, je ne peux pas voir ma mère. Les gens au Canada, ils se voyaient par le balcon et encore. Donc, renforcer ces liens... on a remis en question beaucoup de choses dans notre vie, puis qu'on considérait, c'est given, c'est acquis, donc on ne questionnait même pas. Donc, on a vraiment appris avec cette pandémie-là, mais on espère quand même qu'elle parte puis qu'on revienne à un train de vie normal. Et puis, il y a aussi ce phénomène de pollution. On a été très pollueurs pendant toutes ces années. Donc, la planète a pris un coup. Aujourd'hui, j'allais dire, il y a eu cette pandémie, ça a été aussi du bénéfique parce que les gens étaient chez soi. C'est ça. Moins de carburant, moins de déplacements, moins de sorties, moins de bruit. Si bien que les animaux sont sortis de leur espace. On leur a laissé la place. Absolument, absolument. Quand on voit que dans certains pays... voir des animaux qu'on n'avait pas vus depuis très très longtemps, écouter le chant des oiseaux. Exact. Et ça a été, oui, mais c'est-à-dire que ça reste encore une menace et on est encore, reste très vigilant. Vous avez été vacciné, bien entendu. Oui, j'ai été vaccinée. On appelle nos amis à être vaccinés, tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans notre émission Notre Algérie. N'oubliez pas d'aller vous vacciner. La 3e dose également, pour ceux qui ont fait les 2 doses. La 3e est aussi très, très, très importante. C'est pour notre santé à tous, de toutes les façons. Il faut se protéger, on n'a pas le choix. Absolument. On va vous laisser partir. Merci beaucoup. C'était un bonheur. Merci. Et puis, vous serez toujours la bienvenue parmi nous, Houda. Et tous ceux qui nous suivent, qui sont de passage à Alger, qui nous viennent du Canada et d'ailleurs, marhaba bikoum dans notre émission Notre Algérie, c'est votre émission. Marhaba bikoum fi koul waqt. Merci beaucoup, à bientôt Houda. Merci. Et puis on va vous offrir une très belle chanson d'une grande dame, une grande avant-gardiste. Il s'agit de Hisna al-Bachariya, une superbe femme pour qui j'ai un respect sans limite. D'accord. نشرب رايب ما تحلى لي قعده وليدي غايب. انا كل زبده ما نشرب رايب
وليدي الغالي مالي سفر وخلاني الغالي يا ناري سفر وخلاني هادي 3 سنين ما سول فيا ما شفته العين مكتيب برية هذه 3 سنين ما سول فيها ما شفته العين مكتب برية هادي 3 سنين ما سول فيا ما شفته العين مكتيب برية هذه 3 سنين ما سول فيها ما شفته العين مكتب برية وليدي الغالي مالي سفر وخلاني وليدي الغالي يا ناري سفر وخلاني وليدي الغالي مالي سفر وخلاني وليدي الغالي يا ناري سفر وخلاني جزاير جوهرة يا يما الحنين ما بين الناس نفسين يا أما ضو القمر جزاير جوهرة يا يما الحنين ما بين الناس نفسين يا ما ضوء القمر حي الجزاير رانا فرحانين يرحم الشهداء والذكرى الخمسين يا الجزائر رانا فرحانين يرحم الشهداء والذكرى الخمسين حي الجزاير رانا فرحانين ارحم الشهداء والذكرى الخمسين يا الجزائر رانا فرحانين يرحم الشهداء والذكرى الخمسين وليدي الغالي ماري سفر وخلاني وليدي الغالي يا ناري سفر وخلاني وليدي الغالي ماري سفر وخلاني وليدي الغالي يا ناري سفر وخلاني يلا هو جا هو جا هو جا هو جا جيبوله الحلب والشاي هو جا ولا تفسوا Et voilà, en pleine discussion et quel plaisir, encore une fois, marhaba bikoum el hbab, quel bonheur et quelle joie. Alors après avoir reçu toutes ces belles personnes, que ce soit monsieur Ramdan, madame Mouragui, nous recevons aussi une belle personne qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de le recevoir. Il est venu avec de bonnes choses. Vous allez voir, c'est vraiment un travail qui est lié aussi à notre patrimoine, tout en donnant une touche universelle. Et nous avons avec nous monsieur Hakim Wardi, bonjour. Bonjour. Marhaba. Azoul. Azoul. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, monsieur Hakim Wardi. Vous êtes, vous, dans le monde de l'art culinaire, vous êtes passionné par l'art culinaire, mais pas que. Une sorte d'art culinaire très prisé chez nous de plus en plus. Vous avez commencé par une histoire familiale. Et vous êtes passé aujourd'hui à être maître charcutier. On vous a rencontré d'ailleurs au niveau de la ferme pédagogique. On salue madame Karima, si elle nous suit aujourd'hui. Et vous êtes dans le monde de la... On peut conserver les viandes différemment dans la charcuterie? Oui, on peut conserver, mais on conserve beaucoup plus naturellement avec du sel, beaucoup plus. Très bien. Merci d'être là d'abord. Pas de quoi. C'est un plaisir. Moi aussi, c'est un plaisir de vous montrer ce que je fais. Oui, justement. C'est un plaisir de montrer au peuple algérien et au monde. Oui. Donc, de ce qu'on est capable de faire en Algérie. Absolument, absolument. On est tous capables de faire une charcuterie halal et excellente. Aussi bon goût. D'ailleurs, le studio est embauché par l'odeur. Ouais. Mais avant cela, je voulais connaître un peu plus M. Wardi à travers son cursus professionnel. Vous étiez dans quel domaine? Très jeune, j'ai fait des stages de mécanique auto. Oui. Je suis spécialiste en... Alors nous voyons votre charcuterie. En tout cas, elle est délicieuse. Hein. Et c'est du frais. C'est du frais. Oui. C'est pas des viandes congelées, c'est des viandes locales. Et puis c'est pas de l'industriel. Non, pas du tout. De l'industriel. C'est fait artisanalement. Oui. Et c'est vraiment artisanalement.
Ce n'est pas des grosses quantités, c'est des petites quantités, même les viandes on les choisit, qui viennent du terroir. C'est des veaux qui sont élevés en Algérie, dans les montagnes. C'est avec ça qu'on travaille. Dans les montagnes de Kabylie? Oui, Kabylie, et on peut dire aussi de Djidjel. Oui, de Ferjiwa et tout ça, ça vient de là-bas, des montagnes. Très bien. Alors, vous avez fait des formations dans la mécanique auto, et après? Très jeune, oui. Après, bon, j'ai été un petit peu barman aussi en France. J'ai travaillé, j'ai vendu de la chaussure, j'ai fait de la chaussure, j'ai fait des marchés, j'ai fait un peu de tout dans ma vie. Et à la fin, je termine avec la charcuterie, que j'aime beaucoup, c'est une passion pour moi. Voilà. D'accord. Mais vous êtes aussi inspiré de ce que nous faisons dans nos traditions. Oui, bien sûr. Parce que dans notre patrimoine, que l'on soit de la Kabylie, de l'Est, de l'Ouest, des hauts plateaux, du centre. Les viandes séchées les viandes séchées, le qadid, le khli'. Le khli', c'est du gras qu'on utilise beaucoup. Déjà, nos arrière-grands-pères, nos parents, les arrière-grands-pères, les grands-mères et tout ça, faisaient ça, c'est pour vivre en hiver. Faisaient ça en été pour vivre en hiver. C'était l'aoula. Exactement. Voilà. L'aoula, c'était dans beaucoup de choses. Les tomates séchées, les poivrons séchés. Le poivron, il y a un tas de choses qu'on peut sécher, c'est comme dans les pays scandinaves. En été, ils pêchent et tout ça, ils séchent leur poisson pour le manger en hiver. Absolument. C'est pareil, même pour nous. C'est comme le homard. Voilà, le homard, le maquereau, toujours. De toute façon, tout peut se conserver avec du sel. Tout peut se conserver et on peut éviter tous les produits chimiques. Mais c'est un savoir-faire aussi. Oui. C'est un savoir-faire, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'aventurer à le faire. Déjà, pour garder une viande rouge comme ça, c'est un savoir-faire. Et elle est crue, cette viande? Non. Elle était crue, elle était crue. On met dans une saumure de sel et tout ça, toutes les préparations à faire. Après, au bout de 48 heures ou 36 heures, on met le fumoir, on laisse pendant 12 heures. Toute une nuit en train de fumer qu'avec de la fumée. C'est cuit avec fumée, c'est fumé, c'est même pas cuit, c'est fumé à peu près à 32 degrés, 33 degrés. C'est pour cela que ça met très longtemps pour cuire. Ça met très longtemps. Aujourd'hui, vous étiez sur Alger un certain temps, là vous êtes toujours sur Alger. Toujours sur Alger. Et puis au niveau de la ferme pédagogique. La ferme pédagogique, bien sûr, c'est elle qui nous réunit, qui réunit tous les artisans. Et on voudrait que ça soit encore ailleurs, dans certaines wilayas. Et la ferme pédagogique de Zeralda, à Khaloufi 1, elle est formidable. Vous êtes très à l'aise? Très à l'aise parce qu'on se voit tous les vendredis. Ça nous fait rappeler les marchés. Ça nous fait rappeler les marchés, la vie de marché. Ça fait rappeler beaucoup de... Tellement qu'on se voit tout le temps, tous les vendredis, on est devenus amis. Absolument, absolument. Ça fait un peu fête foraine. Une fête foraine. Voilà, une fête foraine. Comme tous les artisans, comme les camelots, comme on dit, les camelots. Tellement qu'on se voit, on devient amis. Et quand il y a une amitié qui s'installe, ça veut dire un vendredi, quand on ne part pas, on les appelle par téléphone. Il y a une inquiétude, vous vous inquiétez. n'est pas venu. Voilà, on se demande pourquoi, s'il n'est pas malade, c'est avec toute avec cette pandémie, ce qui se passe maintenant. C'est vrai que là, vous êtes à l'arrêt aussi pour la ferme pédagogique. J'espère que ce sera la dernière semaine. J'espère qu'on aura moins de personnes atteintes de tout cœur. Et j'espère que beaucoup de personnes iront aussi se faire vacciner parce que la vaccination, c'est aussi une solution. Il faut faire très, très, très attention. Donc, vous voulez rendre hommage aussi à un membre de votre famille, à votre tante? Ah oui, ma tante Algia, que j'adore beaucoup. C'est la dernière de la famille. Oui, nous voyons vos produits là, vos photos, quelques photos. Ça, oui, c'est dans mon jardin. Ça, c'est dans mon jardin. Ah, voilà. Très bien. Ça, c'est dans le jardin où il y a le fumoir déjà. D'accord. Voilà. C'est comme ça que vous travaillez? Voilà. Non, là, je l'ai mis par terre sur du gazon pour prendre des photos, c'est tout. Et là, vous allez voir le fumoir aussi. On va voir le fumoir, on le voit tout de suite? Oui, normalement, on doit le voir. On doit le voir avec les viandes qui sont à l'intérieur et tout ça. Vous allez voir on va voir ça tout de suite. Voilà. Ça, c'est de l'entrecôte entière. Voilà, ça, c'est de l'entrecôte. C'est des carrés de veau. Oui, oui.
Et c'est très bon à voir aussi. C'est délicieux, ça. Hein. Très bon à voir. C'est vraiment délicieux. Ah oui, c'est très... Oui. Alors, vous disiez que vous êtes aussi inspiré de votre tante par rapport à... Ah là, oui. on vous voit travailler. Pardon. Là, oui, je suis venu vérifier comment... Là, ça, c'est de la poitrine de veau. D'accord. C'est de la poitrine de veau fumée. Moi, je pensais que c'était que du bœuf. Du veau, du veau. D'accord. Ah oui, du veau. Du veau. Ok. Le veau. C'est le veau qu'on fait tout le temps. Et donc là, vous êtes inspiré de votre tante. Ben oui, Qu'est-ce qu'elle faisait, malheureusement, elle est un votre peu tante malade, la pauvre. Là, son pied. On lui souhaite elle nous suit cet après-midi? Normalement. Normalement, elle doit nous voir et la pauvre, j'aurais voulu qu'elle soit avec moi. Ah, ben la prochaine fois, il faudra la ramener. Ah, j'aurais voulu. Ma femme, par contre, c'est sûr qu'elle est là. Votre épouse, on la salue. C'est sûr qu'elle est là. Elle s'appelle comment, votre épouse? Myriam. Myriam, bon, on la salue, Myriam. On embrasse Myriam. On te salue. Hein. Voilà, c'est là, c'est cette caméra. Voilà, je te salue. Voilà. Et donc, votre tante Algia? Oui, je l'ai appelée tout à l'heure quand j'étais en train d'attendre. Oui. Je l'ai appelée, je lui ai dit salut, Nana. Ouais. Je vais passer, je vais te dire bonjour. Ah ben, voilà. Eh ben dites-lui bonjour. Je lui ai dit, Nana, voilà. En cabine. Bien sûr. Voilà. C'est super. Ouais. Et elle a quel âge? Elle a 85 ans presque. Ah, qu'elle est pas si âgée que ça, 85 ans. Mais elle est toujours coquette. Hein. Très bien. Ah, elle est coquette. Elle est coquette. Ah, oui. BCBG. Elle est BCBG. Ah oui, ah oui. Ah oui, ma tante. Elle est branchée, votre tante. Elle est à la mode. Elle est à la mode, elle est à la mode. Elle est à la mode, ma tante. Eh ben, vous auriez dû nous ramener une photo d'elle. Eh oui. On aurait voulu la voir, cette tante de 85 ans BCBG à la mode. Ah oui, elle est à la mode, ma grand-mère. Il faudra la ramener la prochaine fois. Inch'Allah, Inch'Allah. Je promis, hein. Promis, elle va vous faire des gâteaux même. Eh ben, avec plaisir. Elle fait on des demande gâteaux, que ça, elle fait des bons gâteaux, elle fait des msemmen très bons. Bon, en ce moment, elle est un peu fatiguée, mais bon. Inch'Allah, elle va se rétablir. Elle va se rétablir. En tous les cas, bravo pour ce fameux travail. On vous souhaite une longue vie. Moi aussi, ça me fait plaisir de montrer mon produit. Bien sûr, mais bien sûr. Que les gens savent que ça existe chez nous. Que ça existe chez nous et qu'il y a de très bonnes choses de qualité. Il ne faut pas hésiter à goûter, il faut pas hésiter. Tout à fait. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous êtes sur Facebook ou très peu? Très peu, très peu. Comment on fait pour vous rejoindre? Moi, je suis à Cheraga. D'accord. J'ai mon magasin qui est à Cheraga. Très bien. On peut le trouver facilement. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. On va offrir à votre nana une très belle chanson de Karima. Ah oui. Hein, Karima. Chanson mythique de Karima Senzha que l'on connaît tous. Oui, voilà, c'est une belle chanson. Elle aime la chanson, elle aime. Ah oui, oui, bien sûr. Elle aime Karima. Bien sûr, elle aime. Bon, je ne sais pas si elle aime Karima ou pas, mais je sais qu'elle aime la musique. Ah ben écoutez, on aime bien écouter. Elle aime comme toutes les vieilles. Hein. Oui. Pas que les vieilles, tout le monde aime la musique. Oui, mais c'est une passion pour les vieilles maintenant. Oui, c'est une passion. Ils aiment écouter la radio, ils aiment écouter les trucs. Elle est cultivée alors? Oui, ça va. Elle est cultivée, c'est bien. Eh bien écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous, mon cher ami. Un coucou pour les amis et pour les amis qui sont en France, qui sont en train de nous voir. Oui. Je les salue tous, y compris Samir. Hein. Il est en train de nous voir. On salue Samir. On salue Samir et sa petite fille Lila. Et sa petite fille Lila. Femme, voilà, votre chère épouse Myriam, et ma belle-mère. Voilà, bien sûr, il faut. La belle-mère, c'est normal. Il faut. Bien sûr, c'est surtout la belle-mère. Hein. Surtout la belle-mère. Pas... vous êtes bien sympathique, mon cher ami. On va vous laisser partir et merci encore une fois. Et pour la tante de notre cher ami Naal Jia, on lui offre une très belle chanson de Karima Senzha et on se retrouve juste après avec notre invité. Et Khalik Farhat. Et Khalik Farhat, très bien.
Voilà, c'était la Karima, cette très belle chanson indémodable, SNH, et que l'on offre à tous ceux qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Cette belle chanson avec la belle Karima. Et encore une fois, merci d'être parmi nous, merci de nous recevoir chez vous. Marhaba bikoum el hbab. Et on finit l'émission en beauté avec de belles couleurs. De notre artiste qui est parmi nous aujourd'hui, Abdelrahman Kahlan. Marhaba bik. Wabik, merci Atek Saha. Merci de votre intérêt. C'est un bonheur de vous recevoir. Donc on va clôturer l'émission avec... en beauté. En culture. En culture, en art, en création artistique. C'est un plaisir de te recevoir. Je te tutoie à chaque fois. C'est toujours un plaisir de revenir chez toi, bien sûr, avec plaisir. Toujours de belles choses, les lumières, les éclats, ces couleurs, ces couleurs magnifiques d'Alger qui t'inspirent. Toujours présentes, oui, tout à fait. Ça va? Très bien, ça va, ça va. Tant qu'on a du soleil. Absolument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec nos amis du Canada, tout à l'heure avec notre ami Yaouda que vous avez rencontré. Il fait beau, c'est le soleil, le printemps. On a l'impression que le printemps s'installe. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait chaud. chaud. Par les moments qu'on a passés, même les frois et les pluies qu'on a eues. Donc voilà, c'est la bienvenue. La baisse, ça va. On est là. Alors actuellement, tu es au niveau d'un grand hôtel à Alger. Sofitel, oui, l'exposition est toujours actuelle, donc elle a démarré en novembre. Oui. Et comme actuellement, en ce moment, les événements sont à l'arrêt, donc elle a été encore prolongée jusqu'à la fin du mois. Très bien. Couleur et mémoire. Couleur et mémoire. En fait, c'est une rétrospective, donc tout un travail de toutes mes 30 ans de travail. Donc il y a des objets, les bendir qui reviennent aussi, il y a des tableaux. Le bendir qui revient en force aujourd'hui, il est magnifique ce bendir, vraiment. En fait, la première fois que j'avais revisité les bendir, c'était dans les années 2000. Oui. Donc j'avais fait aussi des bendir à l'époque. Et là, comme c'est une rétrospective, donc je montre tout mon travail pendant ces longues années. Donc il y a le bendir. Alors pour vous, le bendir est un support en fait? En fait, c'est un... Oui, bendir... support et mémoire? Plutôt support. Donc je représente en fait aussi l'autre collection de quintessence, les femmes girafes que je représente aussi sur le bendir. Voilà. Le bendir qui fait partie de notre culture, donc il a plusieurs appellations. Le bendir en Kabylie, beaucoup plus répandu en Kabylie, dans les musiques berbères. Oui. Donc il a plusieurs vocables comme le bendir à Bendayer en Kabyle, Tajenzia chez les Chaouis. Voilà, c'est un support, c'est un instrument qui est conçu en bois avec une peau de chèvre. Oui. Voilà. Vous avez beaucoup travaillé sur des supports qui vous parlent, c'est-à-dire vous avez transformé par exemple une sehfa, une djifna, une gassa, parce que c'est selon les noms. Gassa, oui, c'est toujours les anciens objets qui reviennent, que je revisite. En table, vous les avez revisités en table. En table, oui. Vous avez il y a le Louhet Saboun aussi que j'ai revisité. Louhet Saboun, exactement. D'ailleurs, je ne suis pas le premier à faire sur Louhet Saboun. Il y a eu Chagran, il y a eu pas mal de... qu'ils ont revisité. Il y a eu Sebarine aussi, le collectif Sebarine, qu'ils ont avec nos amis Douzet Kessoma, Karim Sergoua. Et chacun a travaillé sur un support avec ses inspirations et son... Voilà. Vous avez peint aussi, je disais, les djifnet, sehfa, gassa, c'est selon la région, comment on l'appelle. Et vous en avez fait des tables, vous en avez fait aussi des grands plats, des compotiers. Des plats composes, des plats fruits. Des plats fruits. En table. Même certains l'ont accroché. On peut aussi accrocher. Comme une œuvre d'art, comme un tableau. Face ou derrière aussi. Oui, tout à fait. Il y a aussi le Jazaïr que vous avez peint. Avec des couleurs extraordinaires, Alger, le bleu. En fait, ça revient toujours. Mes modèles de Médina et Kasbah aussi, je revisite toujours cette Kasbah qui part, en fait, je la restaure à ma façon, moi, en la voyant saccagée comme ça. Donc, moi, je reprends tout ça en couleur. Il y a aussi le reflet de la mer. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas si c'est réellement un reflet de la mer, mais souvent... C'est le reflet de la mer et du ciel, oui. Très bien. Le bleu d'Alger, de la mer. Et en fait, c'est une couleur qui m'appelle, c'est une couleur d'espoir que j'adore, j'aime beaucoup. Je suis connu par rapport à ça, par rapport à votre bleu. Le bleu, oui, le bleu outre-mer. Le bleu que j'utilise.
Et la dorure. Et la dorure, qui est très très présente dans votre travail. La dorure souvent, qui rappelle aussi mes ancêtres, parce que je suis issu d'une famille de brodeurs. Oui. Voilà. Donc on retrouve toujours de la broderie, comme ce bendé, on retrouve aussi des broderies de fetla, de la dorure aussi, avec de la feuille d'or. Absolument. Alors, puisqu'on parle de belles choses, de toutes ces belles expositions où il y en a eu, et notre collègue Anissa Bouzid avait été justement, avant de vous retrouver, elle a été aussi à une belle exposition qui s'est déroulée, avant de venir chez vous justement, elle a été aussi à une belle exposition à la galerie France Fanon, où elle a rencontré des artistes, de belles choses. On suit ça ensemble et on se retrouve juste après. À la galerie France Fanon, l'ambiance est aux couleurs. À l'occasion du Nouvel An à Mazir, l'Office Riyad El Fath a organisé une exposition de peinture collective où l'ancienne génération côtoie la plus jeune. On a environ une soixantaine de tableaux. 26 artistes, donc chaque artiste a ramené 2, 3, 4 tableaux, voilà. Et pour d'ailleurs plusieurs expositions que je fais, c'est beaucoup plus, j'associe les deux tranches d'âge, ou bien, c'est-à-dire différentes tranches d'âge, et les deux, si vous voulez, l'artiste confirmé, l'artiste qui a fait l'école des beaux-arts, l'artiste qui a un parcours, et l'artiste débutant, ou bien l'artiste autodidacte aussi, parce que c'est très important. Une galerie d'art, c'est comme une petite école. C'est-à-dire les uns apprennent sur les autres. Izoran et identité est l'intitulé de l'exposition. Le visiteur peut découvrir une panoplie d'œuvres d'art qui racontent l'histoire et l'identité algérienne. Les tableaux aussi, ils ont été dessinés spécialement pour mettre en valeur le signe berbère, aussi les traditions et les coutumes. Ils ont aussi travaillé sur les paysages de la Kabylie, des Aurès, donc ça a donné un petit peu une panoplie de techniques et figures artistiques. Il y a aussi une artiste qui nous a ramené les poupées en tenue traditionnelle. Il y a aussi la vaisselle traditionnelle dessinée par des grands-mères, par des anciennes qui font des signes berbères sur la vaisselle. Voilà, c'était là un beau reportage signé Anissa Bouzid où il était question lié au patrimoine matériel et immatériel. Et puis, on le disait justement, il est question de reportage de notre ami Abdelrahman Kahlan qui est parmi nous aujourd'hui. Notre ami Anissa Bouzid a été à sa rencontre et on va découvrir vraiment les secrets de son bel atelier qui se trouve au niveau de l'Office Riyad El Fath. Pinceau en main, l'artiste plasticien Mano Kahlan se laisse guider par sa ferveur artistique, ici dans son atelier à l'office de Riyad El Fath, où il passe une bonne partie de son temps. Je peins sans arrêt, voilà, et les couleurs sont toujours présentes. Nostalgique, Mano est très attaché à ses racines. À travers son art, il raconte son histoire, son passé. La femme et la kasbah sont omniprésentes dans ses œuvres. Je travaille avec beaucoup avec ce bleu-là, et qui est aussi la couleur d'Alger, de la plage, la couleur de ma terre nourricière. Actuellement, je suis beaucoup plus sur ce thème-là que vous voyez là. C'est je dirais la femme au long cou. C'est un hommage que j'ai rendu à ma sœur qui est décédée en 2015. Entre Kahlan et la Kasbah, c'est une grande histoire d'amour. Je veux dire, mes parents sont issus de la Kasbah, mon père est né à la Kasbah, a grandi à la Kasbah. Cet inconditionnel passionné des arts plastiques n'a pas de limite. Il peint sur différents supports et objets de récupération auxquels il redonne vie. Les supports, en fait, tout passe. Dans le sens où, quand je vois un objet qui me parle,
Je peux travailler sur une théière en cuivre ancienne que je vais revisiter ou la retravailler ou comme je peux passer à une derbouka, Tar, le Bendir, dernière collection, donc qui est actuelle au niveau du Sofitel, couleur et mémoire, que j'avais aussi présenté aussi une nouvelle collection de Bendir. Je touche à tout, beaucoup plus tout ce qui est objet ancien, hein. Je suis très attaché aux objets anciens, je veux dire tout ce qui est théière, tabkri, tazman, les supports, le gasat, j'ai beaucoup peint aussi sur les gasat, sur le bendir, aussi sayyar, et en fait tout objet culturel et patrimoine, je le revisite, quoi. Je rajoute toujours ma touche quand l'objet me parle. La babouche aussi, c'est... je suis issu d'une famille d'artistes. Mon grand-père il confectionnait des babouches. Autodidacte, Kahlen Mano est en perpétuelle inspiration. Il puise du patrimoine algérien ancestral. Sa dernière exposition, Couleurs et mémoire, offre un éventail de la parfaite maîtrise de plusieurs techniques artistiques. Voilà, de très belles choses. Et puis, on finit en beauté avec cette belle œuvre. Hein. Finalement, le bendir, on peut mettre aussi une lampe à l'intérieur. Il y a une lampe derrière qui est rechargeable, oui. Voilà, qui est rechargeable. Et où on peut découvrir justement le travail de notre ami Mano Kahlen. Et c'est une façon aussi de design, hein, de décorer sa maison, de lui donner un cachet algérien avec beaucoup de modernité. Oui. C'est très 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 joli. En tous les cas, c'était un plaisir. Mano, également, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes sur les réseaux sociaux, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous êtes sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Hein, Mano Kahlen, n'est-ce pas? Vous pouvez aller à sa rencontre au niveau de la galerie de Riyad. La galerie, oui. Voilà. Tous les week-ends, je fais des portes ouvertes. En fait, c'est la galerie plus l'atelier. Vous pouvez venir, marhaba. Ah ben écoutez, voilà une belle invitation chez notre ami Abdelrahman Kahlen pour ceux qui sont de passage à Alger, pour ceux qui sont âgés, et puis avec les enfants aussi, parce que les enfants aussi, il y a cette grande curiosité, ils reçoivent beaucoup, et ils ont cette chance aussi hein, de profiter des belles personnes comme vous. En tous les cas, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre émission, notre Algérie de cet après-midi. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche prochain. Thala on a fait le Jazair. Ma salama.